Marcel Marceau is a mime. He has given up speech of his own free will and uses gestures to express himself. That's why he's universally understood. Marcel Marceau, the painter, paints Marcel Marceau. Harlequin, Pierrot and Columbine have all left their mark in the world of show business. Marceau created his famous character Bippe for the first time in 1947 at the Théâtre des Poches in Paris. Since then, time for Bippe can be measured through his journeys across the 5 continents as he follows Marceau like a shadow. Sorti de l'imagination de mon enfance, entouré de personnages qui ne sont ni pires ni meilleurs que lui, Bippe est un héros poétique et burlesque de notre époque. Je dis entouré de personnages qui ne sont ni pires ni meilleurs que lui. Bippe est entouré de personnages invisibles, parce que Bippe est un personnage seul. Parce qu'il y a 2 choses qu'il faut considérer. Quand j'avais la troupe, j'étais entouré d'acteurs mimes qui jouaient autour de moi, et ce n'était jamais le personnage de Bippe. Bippe, contrairement à Pierrot, le personnage du 19e siècle, le mime du 19e siècle, Pierrot jouait avec toute une compagnie. Il y avait Pierrot, Colombine, Harlequin, tous les personnages de la pantomime blanche. Bippe est le personnage qui joue avec des personnages, mais que le public imagine, parce qu'il les restitue par l'invisible. Vous savez, le mime est également l'art d'exprimer le visible par l'invisible et l'invisible par le visible. En créant des personnages invisibles et en les rendant visibles, Bippe est devenu une espèce de Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Et déchiré entre la lumière et l'ombre, entre le tragique et le comique, c'est un personnage qui, au fond, se déplace dans le quotidien et va jusqu'au rêve.
Vous savez, quand j'étais enfant, je suis toujours resté un très grand admirateur de Dickens. Et j'avais lu Les Grandes Espérances, et un des héros du livre Les Grandes Espérances s'appelle Pip. Et je me suis dit, Pip, quel mot doux, Pip. C'est court et c'est un peu international. Et je me suis dit, je vais appeler mon personnage Pip. Bip. Sans savoir que ce personnage de Bip deviendrait un jour l'appellation d'un Spoutnik. Quand le Spoutnik a été lancé pour la première fois, il y a eu une résonance extraordinaire. J'ouvre les journaux un matin et je vois bip, 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 le monde entier vous écoute. Alors pour un mime déjà, vous écoute, vous comprenez? Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bip est devenu célèbre à ce point. C'est très difficile de donner une définition pour l'art du mime, parce que c'est comme si on en demandait à quelqu'un qu'est-ce que la musique. C'est difficile. Pour moi, le mime est une forme de vie, et je pense qu'on est mime comme on est musicien ou peintre. C'est une vocation. Or, si je me demandais qu'est-ce que l'homme, alors Buffon a dit le style, c'est l'homme. Eh bien, le style, c'est l'art. Et dans l'art du mime, qui est l'art du silence, l'art du chant tragique silencieux, il y a le style. I think I have to slow down the movement here. To slow down, yes. That they understand, because when you go too quick, they don't understand its buttons. Marceau is a perfectionist. He is concerned with the slightest detail, demanding the utmost from himself and his colleagues. Hold it, I think you hold it in total shot. Like this. And when the glove, I put on the glove, I think it's important to have the finger here, comes here. In an American studio, during rehearsal, he watches the monitor which returns his image. It seems to fascinate and captivate him.
Between tours, Marceau is back again at his home near Paris. J'aime beaucoup les arbres et je dois dire que j'ai planté à peu près 2500 arbres dans ma propriété. Et on peut comparer un peu les arbres aux êtres humains. On peut voir des arbres, on les soigne, ils font la maladie, ils se développent. Il y a des arbres qui ont une puissance extraordinaire, qui prennent énormément, d'autres qui ne prennent pas sur un certain sol. Un arbre à côté d'un autre, l'arbre voisin ne lui plaît pas. Il y a une sympathie entre les arbres. On les marie ensemble, très souvent, l'un près de l'autre. Et on s'aperçoit, tiens, cet arbre a pris, il a été planté à la même époque, l'autre ne l'a pas pris. Peut-être qu'ils ne s'aimaient pas. Alors, on aime un arbre comme un ami. Et la mort d'un arbre, frappé par la foudre ou par la maladie, cela vous touche profondément. Peut-être qu'il y a une, je dirais presque, une identification profonde entre nos racines et celles de l'arbre. Mon enfance s'est déroulée à Strasbourg, puis nous sommes partis à Lille, où mon père exerçait son métier de boucher, place des Carreaux. J'étais très admiratif quand je voyais qu'il portait des quartiers de bœuf entiers sur ses épaules. Je ne sais pas combien ça pèse. Enfin, c'était une force de la nature. As a child, he saw Charlie Chaplin's silent film, The Circus, and was so fascinated by it
that he borrowed a pair of trousers from his father, drew a moustache, and became Charlot, as the French called Charlie Chaplin, for his schoolmates. Charlot, c'était vraiment une partie de mon enfance. À vrai dire, Charlot ne m'a jamais fait rire quand j'étais tout petit. 5-6 ans, j'avais une très grande boule qui me prenait à la gorge, une émotion. On pourrait qualifier cela de pathétique même. C'est la compassion que Charlot suscite qui a créé chez moi cette émotion. Et le rire se situe déjà au niveau de l'analyse du phénomène social. Parce que Charlot nous fait rire par rapport à la société. C'était ce vagabond tout en noir, se dessinant sur un fond blanc, qui se déplaçait avec la magie d'un poète, et cette rêverie qu'il créait, cette émotion qu'il suscitait parmi nous, ce rire même, si l'on veut, eh bien l'enfant découvre au fond une poésie qui lui est familière et qu'il porte à travers ses propres songes. The Ring, directed by Alain Resnais in 1946, was one of the first films in which Marceau acted. It recalls the world of Chaplin, the idol of his childhood. A fake blind man begs in the street and receives a ring. It's the opportunity for Marceau to perform variations on the themes of love and marriage. Marceau went to Paris in 1944, and for a while he was supervisor of a school of dramatic art for children. "13 years after Jean-Louis Barrault and Étienne Decroux, he became a student of Charles Dulin, from whose classes came many generations of famous actors. Lorsque je suis entré au théâtre de l'Atelier comme élève de Charles Dulin, il y avait un jeune acteur, un acteur parlant, qui s'appelait Étienne Decroux et qui faisait partie de la distribution de Volpone, dans laquelle je jouais le rôle d'un petit serviteur. Et Étienne Decroux cherchait un camarade avec qui il pourrait faire du mime. Immédiatement, j'ai sauté sur cette occasion comme une carpe de Fontainebleau sur du pain, et je me suis mis à recevoir les conseils d'Étienne Decroux, qui n'avait pas encore d'école. C'était un acteur d'une trentaine d'années, même pas. Et une fois que Étienne m'a donné les premières leçons de mime, après nous sommes partis à fond de train dans l'étude du mime, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai contracté pour le mime et l'expression corporelle une véritable passion. J'ai rencontré Marceau en 1946, c'est-à-dire près de 15 ans après, quand nous avons créé notre compagnie, la compagnie Renaud-Barrault, à Marigny. Je montais une pantomime qui s'appelait Baptiste, qui était tirée de la pantomime des Enfants du Paradis, et je cherchais un arlequin. Alors j'ai fait passer des auditions, et j'avais retenu deux personnes, deux jeunes gens. L'un était Marcel Marceau, et l'autre était Maurice Béjart. When he left Charles Dulin, it was clear that Marceau was more interested in mime than acting. He dreamed of reviving again the tradition of mime, with its many characters backed by music. In 1940, he rallied round himself a number of artists and set up his own company. Of the 30 or so mime dramas staged by the company in its 5 years, The Overcoat, from Gogol's novel, is without doubt the most famous. Lorsque vous êtes avec une compagnie, il y a des thèmes qui sont des thèmes de virtuosité pure, où on juge le style
de l'acteur mime, mais des thèmes aussi qui sont des thèmes de théâtre visuel, à proprement parler, et nous nous efforcions de prouver par notre art que le mime pouvait exprimer, comme le théâtre de verbe, les émotions les plus complexes de l'être humain. Amener la tempête en scène, amener des châteaux qui s'écroulent, vraiment créer la magie. Eh bien, l'histoire du manteau était une histoire extraordinaire parce qu'elle était visuelle, courte et dramatique, et qu'elle s'expliquait facilement, surtout sans qu'on ait besoin d'avoir recours à la parole. Alors je vais la situer d'ailleurs en quelques mots, car René Clair a dit lui-même, plus une histoire se raconte facilement, plus elle est cinématographique. Le manteau de Gogol est un mimodrame qui a été monté, que j'ai monté avec ma troupe, qui a duré à peu près 45 minutes, et qui raconte une histoire romantique, et qui se situe, romantique et tragique, qui se situe en 1851 à peu près, dans la Russie des tsars. C'est un scribe très pauvre, qui a un manteau tellement usé que le tailleur refuse de le lui réparer. Et la première scène que nous allons évoquer, c'est justement l'arrivée de ce petit scribe minable, si l'on veut, qui va chez ce tailleur parce qu'il rêve d'avoir un beau manteau et malheureusement, il n'a pas d'argent pour acheter ce manteau. Petit scribe va être obligé de travailler ainsi pendant 10 ans. Il va faire des heures supplémentaires pendant 10 années afin d'avoir l'argent nécessaire à l'achat du manteau. Ce qui a été important, ce que vous ne verrez pas, mais ce qu'on exprime dans le mimodrame, c'est que nous avons fait passer 10 ans en 3 minutes. C'est-à-dire que le mime peut créer le temps en montrant, par des exercices successifs, en montrant le temps qui consiste à écrire pendant 10 ans et faire des heures supplémentaires, de montrer le vieillissement progressif des personnages. Or, le seul personnage qui ne vieillit pas, c'est le personnage symbolique d'Akakia qui reste jeune grâce à son espoir, malgré le temps. Et lui, au bout de ses 10 ans, va chez le tailleur, il a l'argent et il entre en possession du manteau. Et le symbolisme du manteau, pour moi, est un symbolisme de réussite, et il entre dans son manteau comme on entre dans un rêve. Et Akakievitch est devenu un personnage très important. Tellement important que son chef de bureau et ses collègues organisent une réception pour lui, une soirée mondaine. Ce n'est pas lui qui est invité à la soirée mondaine, c'est le manteau, c'est le personnage du manteau. Ce manteau devient au fond un héros extraordinaire. Donc Akakia est invité, il est l'hôte principal, il y a une réception pour lui, et c'est au retour de cette réception le dénouement. Akakia n'a même pas un kopek pour prendre un fiacre. Il est complètement ruiné, mais il a son manteau.
To improve the quality and accuracy of his Indian ink drawings, Marceau often utilizes the reflection of his own image in the mirror. Thus, for his series on the 7 deadly sins, he mimes in turn sloth, gluttony, lust, envy, avarice, and anger. In Marceau's watercolors, we almost always recognize one or many Bips who live in a popular Paris postcard. Mingling with circus characters, crowds of Charlie Chaplins or Laurel and Hardys, Marcel Marceau, in the form of Bip, is omnipresent. The black and white costume of Bip on stage is in stark contrast to the bright colors in which Marcel Marceau dresses the character in his paintings. Je suis blanc et noir surtout dans le one-man show, c'est-à-dire lorsque je suis seul en scène. N'oubliez pas que pendant 12 ans, j'ai eu une troupe avec laquelle j'ai monté beaucoup de mimodrames et qu'on avait un remarquable, qu'on a toujours ce remarquable décorateur de théâtre qui s'appelle Jacques Noël, et que tous les mimodrames étaient très colorés.
lorsque la troupe a été dissoute en 64, pour faute de subvention, et que je suis parti dans le monde entier en solitaire et en blanc et noir, c'est le cas de dire, la nostalgie des mimodrames a éclaté. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le besoin de peindre sur papier tout ce que je ne faisais pas en scène. Et ce qui fait que toutes les scènes figuratives qui représentent les mimes dans les rues de Paris, ou l'histoire de Bip qu'on trouve dans le ciel, un peu comme un ange, comme un poète, si l'on veut, c'est le poète. Toutes les scènes, j'ai eu ce besoin de traduire avec des couleurs ce qu'on avait exprimé avec des mimodrames au théâtre. Les aquarelles et la tempora, c'est aussi une influence que j'ai de peintres comme William Blake, comme James Ensor, que j'aime beaucoup. Et j'avoue que je suis marqué aussi par certains peintres qui m'ont apporté justement cette sensibilité, ce coloris, cette magie de la couleur qui me fascine. L'affinité avec Chagall, c'est parce que mes personnages volent dans l'espace. Et qu'en effet, les personnages de Chagall sont suspendus dans l'espace. Alors je dirais là qu'il y a une affinité également du métier de mime, car nous sommes suspendus dans l'espace. Nous remplissons l'espace. Et ce côté de faire flotter des personnages, c'est un peu les rendre à l'état de rêve.
Marceau realized another of his dreams by opening a school of mime in the heart of the former Crime Boulevard, a meeting place for tightrope walkers and pickpockets, popularized by Les Enfants du Paradis. Located in the basement of the Théâtre Porte Saint-Martin, it attracts students from all over the world. En silence. Comme si c'était un poisson, c'est aussi. Alors avec un sentiment que vous vous baignez dans la mer, c'est-à-dire que vos bras se baignent dans la mer et que c'est des bras qui sont comme des poissons. Voilà, l'air devient comme l'eau. On s'exprime souvent avec les mains lorsqu'on a un langage pauvre. Le grand art serait de parler une langue sans avoir recours aux mains. Parce que c'est un escalier en spirale, je monte, je descends, vous prenez la roue à droite, à gauche. On utilise souvent les mains et on fait double emploi. Or, un mime ne traduit pas des mots par des gestes. Il traduit des situations tragiques et comiques sans avoir recours à la parole des mains, si je puis dire. Donc, les mains ne sont pas utilisées comme aide, mais comme symbole. Hop, on est tiré. Vous êtes tiré par la corde. Et hop, vous êtes tiré par la corde et hop. Maintenant, attention, contrepoids. Hop. Il remonte. Hop. Et vous remontez. Tirez, hop, vous remontez, vous êtes comme attiré. Allez-y, continuez. Et le fil remonte, allez-y, c'est le sonneur de cloche maintenant. Allez-y carrément. On ne sent pas, c'est la résistance, là. Hein. Gauche. 1, 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1, 1, 5. Et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et gauche. Droite. Ouvert. Autre chaîne, servez les bras. 8, ouvert. Laisse pas autant les pieds, Jonathan. Va au sol. Les hanches. Regarde. Rompez. Rompez. Même exercice. 1, 2, 3. Vous redoublez en avant en 2. Regarde. Vous redoublez en avant en 2. At his school, Marceau teaches all the disciplines of performance, modern and classical dance, fencing, body expression, and acrobatics. Each of the students must discover his or her own personality within this range. Daily training is the price they pay to acquire mastery of the art, to reach a certain level of perfection and act out their dreams. Laisse pas autant les pieds, Jonathan. Va au sol. 2, 2, 2, 2, 2, devant, ici, pas en arrière, s'il vous plaît. Montez le bras. 1, 2. À gauche, à droite, à gauche. Attention, on supprime les bras qui descendent en bas. Et maintenant, marche sur place. Et il est certain qu'un maître imprime une emprise sur l'élève. Tous les maîtres, en principe, donnent leur personnalité à l'élève, mais nous voulons, c'est une unité dans le style. Cette unité dans le style va se créer lorsque l'élève aura suffisamment assimilé toutes les matières, toutes les disciplines, la danse, l'acrobatie qui l'ouvre entièrement, et il aura pris l'esprit du mime. Cela deviendra absolument évident au bout d'une ou deux années. Il y a une période d'incubation à peu près de 7 à 8 mois pour que l'élève puisse assimiler toutes les matières et dégager son essence propre. Il est certain que je veux imprimer mon esprit, qui est celui du mime,
parce que j'ai eu une troupe dans le passé, j'ai été dans le monde entier avec l'art de la pantomime, j'ai fait revivre la pantomime moderne, et il est tout à fait normal que je voudrais imprégner cet esprit à l'école. Mais la personnalité, l'élève la gardera. Son besoin de création, son sens à lui, il sera imprimé par sa propre vocation, si l'on veut. Mais le maître, bien entendu, doit le diriger au départ, lui donner une emprise et surtout une direction claire. Dès que tu as des mouvements, ce qui est intéressant, c'est qu'on sente la pesanteur du mouvement. Tu vois, une fois que tu étais par terre, mets-toi pas par terre, il faut que tu choisisses, quand tu as fait une fois, par exemple, voilà, ou deux fois, ça suffit. On a compris. Tu changes de mouvement, hop, et lentement, et tu changes, il faut que c'est, voilà. Et après, et tu prends des temps d'arrêt, et tu remontes doucement, et lentement, voilà. Il faut que tu ailles contre, il faut que tu saches que si tu fais ça, hop, que ce qui est beau, c'est la lenteur que tu prépares. Vous savez, Bernard Shaw disait, il y a ceux qui enseignent et qui ne peuvent jouer, et ceux qui jouent et qui ne peuvent enseigner. Il est certain que le fait d'être un bon professeur ne veut pas dire que vous êtes un bon comédien ou un bon mime professionnel. Sur le plan du théâtre, sur le plan de l'acteur, du contact avec le public. On peut être un excellent pédagogue, on peut très bien enseigner, être un bon technicien et ne pas être soi-même un très bon acteur. Si on est les deux, tant mieux, c'est l'idéal. Mais alors, il faut dire que le professorat vous empêche de continuer votre carrière, parce que le professorat absorbe énormément, vous êtes pris du matin au soir. Alors quand on peut faire un sacrifice et faire un peu des deux, faire ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est-à-dire j'enseigne et en même temps je continue mes tournées. Parce que j'enseigne, parce que l'école est importante et qu'il va y avoir une troupe certainement après, et il y aura une succession de mimes, mais il est important de jouer parce que le contact avec le public est très important, même pour le professorat. Parce que les élèves sont très importants comme miroir. Vous recommencez la grammaire, vous commencez vous-même à faire votre gamme, vous recommencez à zéro vous-même, et au fond, lorsqu'on joue, on a tendance à devenir uniquement acteur et on a tendance à travailler un peu moins sa grammaire. Alors le fait d'enseigner vous oblige à réapprendre l'art. Et au fond, un professeur est un élève. Serrez le fessier. Je veux sentir davantage la lutte maintenant. Tantôt vous allez en arrière, tantôt vous allez en avant. Voilà. Tantôt le vent vous pousse et vous essayez de repousser à deux mains. Vous êtes presque en avant. Complètement. Alors cet exercice-là, à la fin, allez-y. Oui. Voilà, allons-y. Presque avec une perte d'équilibre. Oui, bien. Encore une fois, comme une perte d'équilibre. Oui. Et vous pouvez très bien terminer l'exercice avec ce que j'appelle un point lyrique. Marceau also does what are called stylized pantomimes. Stylized pantomimes are for him primarily an exercise in virtuosity. He creates various portraits: the sleepwalker, the mask maker, the cloth merchant, the tightrope walker. He also identifies himself with water, air, fire, and even the passage of time. He evokes different stages of life: youth, maturity, old age, and death.
Tout créateur est obsédé par la mort. Cela ne dépend pas de l'âge même, cela dépend même, je pense que cela, quand on parle de vie, on parle de mort. Forcément. Quand on parle de joie, on parle de tristesse. Ces oppositions sont indispensables pour créer l'événement, pour créer le drame. On passe très vite de la vie à la mort. Et je dirais que presque la mort est une espèce de renaissance et de libération. On trouve presque une exaltation à mourir au théâtre. Je ne sais pas pourquoi, c'est un phénomène très curieux, peut-être parce qu'on sait certainement qu'on ne va pas mourir. Et qu'on sait que par la mort, on va créer une renaissance, une exaltation, une émotion. Et le propre de l'artiste, c'est de créer l'émotion. Or, pour créer l'émotion, il faut que le public s'identifie avec vous. On ne peut créer cette émotion que par un état de sympathie, un état de drame profond. Et l'image de la mort touche tout le monde, on le sait. Et à travers la mort, au fond, on communique peut-être beaucoup mieux encore avec les vivants. Lust. Envy. Avarice. And anger. In Marceau's watercolors, we almost always recognize one or many beeps who live in a popular Paris postcard.
Mingling with circus characters, crowds of Charlie Chaplins or Laurel and Hardys, Marcel Marceau, in the form of Beep, is omnipresent. The black and white costume of Beep on stage is in stark contrast. Le vent vous pousse et vous essayez de repousser à deux mains. Vous êtes presque en avant, complètement. Alors cet exercice-là, à la fin, allez-y. Oui. Voilà, allons-y. Presque, avec une perte d'équilibre. Oui, bien. Encore une fois, comme une perte d'équilibre. Oui. Et vous pouvez très bien terminer l'exercice avec ce que j'appelle un point lyrique. Marceau also does what are called stylized pantomimes. Stylized pantomimes are for him primarily an exercise in virtuosity. He creates various portraits: the sleepwalker, the mask maker, the cloth merchant, the tightrope walker. He also identifies himself with water, air, fire, and even the passage of time. He evokes different stages of life: youth, maturity, old age, and death.
Between tours, Marceau is back again at his home near Paris. J'aime beaucoup les arbres et je dois dire que j'ai planté à peu près 2500 arbres dans ma propriété. And was so fascinated by it that he borrowed a pair of trousers from his father, drew a moustache, and became Charlot, as the French call Charlie Chaplin, for his schoolmates. Charlot, c'était vraiment une partie de mon enfance. À vrai dire, Charlot ne m'a jamais fait rire quand j'étais tout petit. 5-6 ans, j'avais une très grande boule qui me prenait à la gorge, une émotion. On pourrait qualifier cela de pathétique même. C'est la compassion que Charlot suscite qui a créé chez moi cette émotion. Et le rire se situe déjà au niveau de l'analyse du phénomène social, parce que Charlot nous fait rire par rapport à la société. C'était ce vagabond tout en noir, se dessinant sur un fond blanc, qui se déplaçait avec la magie d'un poète, et cette rêverie qu'il créait, cette émotion qu'il suscitait parmi nous, ce rire même, si l'on veut, eh bien l'enfant découvre au fond une poésie qui lui est familière et qu'il porte à travers ses propres songes. The Ring, directed by Alain Resnais in 1946, was one of the first films in which Marceau acted. It recalls the world of Chaplin, the idol of his childhood. A fake blind man begs in the street and receives a ring. It's the opportunity for Marceau to perform variations on the themes of love and marriage. Marceau went to Paris in 1944, and for a while he was supervisor of a school of dramatic art for children. Years after Jean-Louis Barrault and Étienne Decroux, he became a student of Charles Dulin, from whose classes came many generations of famous actors. Lorsque je suis entré au théâtre de l'Atelier comme élève de Charles Dulin, il y avait un... Pour acheter ce manteau. Petit scribe d'être obligé de travailler ainsi pendant 10 ans. Il va faire des heures supplémentaires pendant 10 années afin d'avoir l'argent nécessaire à l'achat du manteau. Ce qu'il a été important, ce que vous ne verrez pas, mais ce qu'on exprime dans le mimeodrame, c'est que nous avons fait passer 10 ans en 3 minutes. C'est-à-dire que le mime peut créer le temps en montrant par des exercices successifs,
en montrant le temps qui consiste à écrire pendant 10 ans et faire des heures supplémentaires, de montrer le vieillissement progressif des personnages. Or, le seul personnage qui ne vieillit pas, c'est le personnage symbolique d'Akakia qui reste jeune grâce à son espoir, malgré le temps. Et lui, au bout de ses 10 ans, va chez le tailleur, il a l'argent et il entre en possession du manteau. Et le symbolisme du manteau, pour moi, est un symbolisme de réussite, et il entre dans son manteau comme on entre dans un rêve. Et Akakievitch est devenu un personnage très important. Tellement important que son chef de bureau et ses collègues organisent une réception pour lui, une soirée mondaine. Ce n'est pas lui qui est invité à la soirée mondaine, c'est le manteau, c'est le personnage du manteau. Ce manteau devient au fond un héros extraordinaire. Donc Akakia est invité, il est l'hôte principal, il y a une réception pour lui, et c'est... Tu changes de mouvement, hop, et lentement, et tu changes, il faut que c'est voilà. Et après, et tu prends des temps d'arrêt, et tu remontes doucement, et lentement, voilà. Il faut que tu ailles contre... Il faut que tu saches que si tu fais ça, hop, que ce qui est beau, c'est la lenteur que tu prépares. Vous savez, Bernard Shaw disait, il y a ceux qui enseignent et qui ne peuvent jouer, et ceux qui jouent et qui ne peuvent enseigner. Il est certain que le fait d'être un bon professeur ne veut pas dire que vous êtes un bon comédien ou un bon mime professionnel. Sur le plan du théâtre, sur le plan de l'acteur, du contact avec le public. On peut être un excellent pédagogue, on peut très bien enseigner, être un bon technicien et ne pas être soi-même un très bon acteur. Si on est les deux, tant mieux. C'est l'idéal. Mais alors, il faut dire que le professorat vous empêche de continuer votre carrière, parce que le professorat absorbe énormément, vous êtes pris du matin au soir. Alors quand on peut faire un sacrifice et faire un peu des deux, faire ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est-à-dire j'enseigne et en même temps je continue mes tournées. Parce que j'enseigne, parce que l'école est importante et qu'il va y avoir une troupe certainement après, et il y aura une succession de mimes, mais... il est important de jouer parce que le contact avec le public est très important, même pour le professorat. Parce que les élèves sont très importants comme miroir. Vous recommencez la grammaire, vous commencez vous-même à faire votre gamme, vous recommencez à zéro vous-même. Et au fond, lorsqu'on joue, on a tendance à devenir uniquement acteur et on a tendance à travailler un peu moins sa grammaire. Alors le fait d'enseigner vous oblige à réapprendre d'art. Et au fond, un professeur est un élève. Serrez le fessier. Je veux sentir davantage la lutte maintenant. Tantôt vous allez en arrière, tantôt vous allez en avant. Voilà. Tantôt le vent vous pousse et vous essayez de repousser à deux mains. Vous êtes presque en avant. Complètement. Alors cet exercice-là, à la fin, allez-y. Oui. Voilà, allons-y. Presque, avec une perte d'équilibre. Oui, bien. Encore une fois, comme une perte d'équilibre. Oui. Et vous pouvez très bien terminer l'exercice avec ce que j'appelle un point lyrique. Marceau also does what are called stylized pantomimes. Stylized pantomimes are for him primarily an exercise.
and anger. In Marceau's watercolors, we almost always recognize one or many Bips who live in a popular Paris postcard. Mingling with circus characters, crowds of Charlie Chaplins or Laurel and Hardys, Marcel Marceau, in the form of Bip, is omnipresent. The black and white costume of Bip on stage is in stark contrast to the bright colors in which Marcel Marceau dresses the character in his paintings. Je suis blanc et noir surtout. Le mime et l'expression corporelle, une véritable passion. J'ai rencontré Marceau en 1946, c'est-à-dire près de 15 ans après, quand nous avons créé notre compagnie, la compagnie Renaud-Barrault, à Marigny. Je montais une pantomime qui s'appelait Baptiste, qui était tirée de la pantomime des Enfants du Paradis, et je cherchais un arlequin. Alors j'ai fait passer des auditions, et j'avais retenu deux personnes, deux jeunes gens. L'un était Marcel Marceau, et l'autre était Maurice Béjart. When he left Charles Dulin, it was clear that Marceau was more interested in mime than acting. He dreamed of reviving again the tradition of mime, with its many characters backed by music. In 1940, he rallied round himself a number of artists and set up his own company. Of the 30 or so mime dramas staged by the company in its 5 years, The Overcoat, from Gogol's novel, is without doubt the most famous. Lorsque vous êtes avec une compagnie, il y a des thèmes qui sont des thèmes de virtuosité pure, où on juge le style de l'acteur mime, mais des thèmes aussi qui sont des thèmes de théâtre visuel, à proprement parler, et nous nous efforcions de prouver par notre art que le mime pouvait exprimer comme le théâtre de verbe les émotions les plus complexes de l'être humain. Amener la tempête en scène, amener des châteaux qui s'écroulent, vraiment créer la magie. Eh bien, l'histoire du manteau était une histoire extraordinaire parce qu'elle était visuelle, courte et dramatique, et qu'elle s'expliquait facilement, surtout sans qu'on ait besoin d'avoir recours à la parole. Alors je vais la situer d'ailleurs en quelques mots, car René Clair a dit lui-même, plus une histoire se raconte facilement, plus elle est cinématographique. Le manteau de Gogol est un mimodrame qui a été monté, que j'ai monté avec ma troupe, qui a duré à peu près 45 minutes, et qui raconte une histoire romantique, et qui se situe, romantique et tragique, qui se situe en 1851 à peu près, dans la Russie des tsars. C'est un scribe très pauvre qui a un manteau tellement usé que le tailleur refuse de le lui réparer. Et la première scène que nous allons évoquer, c'est justement l'arrivée de ce petit scribe minable, si l'on veut, qui va chez ce tailleur parce qu'il rêve d'avoir un beau manteau et malheureusement, il n'a pas d'argent pour acheter ce manteau. Gluttony.
lust.
Marceau's watercolors, we almost always recognize one or many Beeps, who live in a popular Paris postcard. Mingling with circus characters, crowds of Charlie Chaplins or Laurel and Hardys, Marcel Marceau, in the form of Beep, is omnipresent. The black and white costume of Beep on stage is in stark contrast to the bright colors in which Marcel Marceau dresses the character in his paintings. Je suis blanc et noir surtout dans le one-man show, c'est-à-dire lorsque je suis seul en scène. N'oubliez pas que pendant 12 ans, j'ai eu une troupe avec laquelle j'ai monté beaucoup de mimodrames et qu'on avait qu'on a toujours ce remarquable décorateur de théâtre qui s'appelle Jacques Noël, et que tous les mimodrames étaient très colorés. Il y avait un jeune acteur, un acteur parlant, qui s'appelait Étienne Decroux et qui faisait partie de la distribution de Volpone, dans laquelle je jouais le rôle d'un petit serviteur. Et Étienne Decroux cherchait un camarade avec qui il pourrait faire du mime. Immédiatement, j'ai sauté sur cette occasion comme une carpe de Fontainebleau sur du pain, et je me suis mis à recevoir les conseils d'Étienne Decroux, qui n'avait pas encore d'école. C'était un acteur d'une trentaine d'années, même pas. Et une fois que Étienne m'a donné les premières leçons de mime, après nous sommes partis à fond de train dans l'étude du mime, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai contracté pour le mime et l'expression corporelle une véritable passion. J'ai rencontré Marceau en 1946, c'est-à-dire près de 15 ans après, quand nous avons créé notre compagnie, la compagnie Renaud-Barrault, à Marigny. Je montais une pantomime qui s'appelait Baptiste, qui était tirée de la pantomime des Enfants du Paradis, et je cherchais un arlequin. Alors j'ai fait passer des auditions, et j'avais retenu deux personnes, deux jeunes gens. L'un était Marcel Marceau, et l'autre était Maurice Béjart. When he left Charles Dulin, it was clear that Marceau was more interested in mime than acting. He dreamed of reviving again the tradition of mime, with its many characters backed by music. In 1940, he rallied round himself a number of artists and set up his own company. Of the 30 or so mime dramas staged by the company in its 5 years, The Overcoat, from Gogol's novel, is without doubt the most famous. Lorsque vous êtes avec une compagnie, il y a des thèmes qui sont des thèmes de virtuosité pure, où on juge le style de l'acteur mime, mais des thèmes aussi qui sont des thèmes de théâtre visuel, à proprement parler, et nous nous efforcions de prouver, par notre art, que le mime pouvait exprimer, comme le théâtre de verbe, les émotions les plus complexes de l'être humain. Amener la tempête en scène, amener des châteaux qui s'écroulent, vraiment créer la magie. Eh bien, l'histoire du manteau était une histoire extraordinaire parce qu'elle était visuelle, courte et dramatique, et qu'elle s'expliquait facilement, surtout sans qu'on ait besoin d'avoir recours à la parole. Alors je vais la situer d'ailleurs en quelques mots.
Car René Clair a dit lui-même, plus une histoire se raconte facilement, plus elle est cinématographique. Le Manteau de Gogol est un mimodrame qui a été monté, que j'ai monté avec ma troupe, qui a duré à peu près 45 minutes, et qui raconte une histoire romantique